Les humains sont curieux. Dès l'enfance, ils font des essais, jouent avec le monde pour apprendre à le connaître. Vous avez dû ressentir cette dimension proprement ludique qu'il y a à résoudre un problème de mathématiques ou réussir la réalisation d'une expérience. Il y a un rapport intime entre la science et le jeu. Et c'est de cette dimension ludique de l'activité scientifique dont Thomas Kuhn nous parle quand il caractérise la science normale dans la structure des révolutions scientifiques. C'est l'objet de cette vidéo. Ludique, ça veut dire relatif au jeu, et non pas frivole ou plaisant. On peut être complètement désespéré par un jeu tout en continuant à vouloir jouer, et il y a une dimension ludique de certaines choses graves. Ce qui définit le jeu, c'est pas seulement sa dimension fictive, le fait qu'il simule, qu'il imite une situation réelle, c'est aussi qu'il nous engage par un système de règles dans une tension vers la résolution de quelque chose. Comme dans un puzzle. Les pièces sont dispersées et on ne voit pas encore leur unité, mais on sait déjà qu'elles peuvent être rassemblées d'une certaine manière, et c'est ça qui constitue l'énigme à résoudre, le jeu. Kuhn soutient que la science, la plupart du temps, c'est de la résolution d'énigmes. Dans un puzzle, on connaît déjà à l'avance les conditions pour résoudre l'énigme, les contraintes qu'on va devoir suivre pour jouer. Ces conditions et ces contraintes, ce sont les règles du jeu. Par exemple, on sait que les pièces d'un puzzle doivent s'ajuster les unes aux autres sans qu'il ne reste aucun écart entre ces pièces, sinon on a mal choisi. On sait aussi qu'une fois terminé, l'ensemble formé du puzzle doit avoir des bords droits et former un rectangle. Et c'est parce que nous connaissons ces règles que nous nous laissons prendre au jeu, que la tension de l'énigme s'engage. De sorte qu'il y a un sens important à caractériser un jeu ou un puzzle comme une fiction. Elle est faite par l'homme, artificielle. C'est ce que veut dire le mot latin facere, d'où on tire le mot français fiction. Et c'est ce caractère fictif du jeu, le fait qu'il soit fait par l'homme, qui garantit qu'il y ait des règles, une énigme et une solution. Et c'est là peut-être qu'on peut être un peu gêné par l'analogie entre le jeu et la science. Ce sur quoi travaillent les scientifiques, appelons-le rapidement la nature, incluant les êtres humains et les sociétés, n'est en effet pas quelque chose qui est fait par l'homme. Nous naissons dans le monde et nous n'en connaissons pas les règles. Dès lors, considérer la science comme une résolution d'énigmes, comme un jeu, est-ce que c'est pas prendre le risque que la science fabrique les questions, mais aussi les réponses ? Une chose est sûre, c'est qu'il est impossible de poser une question à la science sans en même temps définir le cadre des réponses possibles qu'elle va nous donner. Une question, c'est déjà une contrainte qui limite les réponses possibles. La science, au minimum, doit relier certains événements entre eux pour pouvoir les mettre en question, comme les nuages et la pluie, le soleil et la croissance des plantes, la lune et les marées. On ne peut donc poser une question à la nature qu'en possédant au préalable un cadre de réflexion déjà défini. C'est le cœur de la thèse de Kuhn. Il ne peut y avoir de science que s'il y a déjà au préalable un cadre de réflexion qui est adopté, et le nom qu'il donne à ce cadre de réflexion, c'est un paradigme. Un paradigme, c'est un ensemble de croyances, de méthodes, mais aussi d'outils, d'instruments techniques qui sont partagés par une communauté. Et cet ensemble, il fournit à la communauté scientifique des modèles d'après lesquels, ayant déjà résolu certains problèmes, il donne les directions, le type de solution qu'on doit attendre pour les problèmes qu'on rencontrera dans l'avenir. Ainsi, de même que dans la langue française, on conjugue tous les verbes du premier groupe d'après le paradigme du verbe aimer, de même, du XVIIe au XIXe siècle, la totalité des physiciens a résolu des problèmes de physique d'après le paradigme que donnait la physique de Newton. En effet, le paradigme de Newton, il est bien constitué d'un ensemble de règles qui définissent un type de solution d'après les méthodes, comme par exemple le type d'outils mathématiques que Newton a utilisé, les dérivées et les intégrales.
Et cet ensemble constitue le modèle d'après lequel les scientifiques vont ensuite tenter de résoudre les autres problèmes qui se posent à eux dans le cadre de la physique. Si on veut donner une image, une vision intuitive du paradigme de Newton, on peut dire qu'il n'existe en lui que 3 types de choses. Des corps, d'une part. D'autre part, des relations entre des corps qui sont des forces d'attraction et de répulsion en particulier. Et enfin, un espace vide entre ces corps. L'énoncé de la première loi de Newton est un bon exemple de ça, puisqu'elle ne mentionne que 2 types de choses, les corps et la force. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Autrement dit, toute modification d'un corps provient d'un mouvement qui lui est impulsé. Et la loi de gravitation universelle bien connue de Newton est un exemple de force qui peut causer une telle modification, une telle accélération. Elle nous dit que la force d'attraction qui existe entre 2 corps peut être mesurée si on prend la masse de chacun de ces corps, qu'on les multiplie entre elles, et qu'on divise le tout par la distance qui sépare ces 2 corps, celle-ci étant élevée au carré. L'image est assez intuitive pour qu'on comprenne assez facilement que si on éloigne ces 2 corps, alors la distance augmente, de sorte que l'attraction entre eux est plus faible, et au contraire, si on les approche, l'attraction va augmenter. De même, si on augmente les masses, on va augmenter la force d'attraction totale. Il est remarquable que cette loi a une forme qu'on peut précisément dire paradigmatique. C'est une loi dite en carré inverse, c'est-à-dire qu'on a 2 corps, et la force qui unit ces 2 corps augmente ou diminue en fonction de la distance. Cette loi, on peut la comprendre à partir des propriétés géométriques de la sphère. Imaginons un centre de force, par exemple la planète Terre. Imaginons maintenant que de ce centre de force, dans toutes les directions, rayonne la force d'attraction qu'elle a avec tous les autres corps susceptibles d'entrer dans son champ de gravitation. Plus on est près de la planète, plus la force est concentrée dans l'espace. Plus on s'éloigne, au contraire, de ce centre de force, plus la force va se disperser, se disséminer dans l'espace constitué par l'air de la sphère qui l'entoure. Ce qui fait que le paradigme newtonien a été largement adopté, c'est qu'il a eu des succès importants. En astronomie, il a permis d'expliquer le mouvement des planètes, à partir de la loi de la gravitation universelle, et en mettant dans l'équation autant de corps célestes qu'il y a dans le système solaire, on peut en effet anticiper, calculer la position d'une planète à un moment donné. Cette loi a aussi permis, par exemple, d'expliquer le phénomène de marée en prédisant l'arrivée d'une marée à partir de la position de la Lune. Mais il a aussi eu des succès importants en optique. Étant donné que tout est fait dans l'univers de corps et de vide, Newton est naturellement conduit à considérer la lumière comme constituée d'atomes, de corpuscules. Et c'est ce qui le conduit à imaginer que la lumière blanche est constituée d'autres lumières élémentaires, et que ces autres lumières plus élémentaires peuvent à leur tour composer la lumière blanche. La décomposition du spectre est donc un autre des succès initiaux du paradigme newtonien. C'est cet ensemble de succès qui donne au paradigme sa crédibilité et qui le fait accepter par une communauté scientifique. On peut alors distinguer, comme le fait Kuhn, 3 types d'énigmes qui sont caractéristiques de la science normale. Un scientifique peut en particulier chercher à préciser certaines notions théoriques du paradigme qui sont insuffisamment clarifiées. Il peut aussi chercher à l'ajuster à des phénomènes qui auparavant semblaient mal lui correspondre. Et enfin, il peut chercher à l'étendre en exposant les notions qui le constituent sur des phénomènes pour lesquels il n'était pas au départ prévu. Prenons un exemple de chacun de ces 3 cas. Les travaux de Laplace sur la mécanique céleste sont un bon exemple de la manière dont on peut préciser théoriquement les fondements d'un paradigme. Laplace va en effet donner une formulation plus abstraite que celle que Newton avait proposée en 3 lois de sa mécanique. C'est la formulation qui est assez connue sous le titre de déterminisme universel. Laplace montre que, étant donné certaines conditions initiales, on connaît les corps en présence et les forces qui s'exercent entre eux, on peut calculer exactement tout ce qui se passera dans le temps postérieur à l'intérieur de ce système physique. Si tout est corps, force et vide, alors étant donné les connaissances
parfaite d'un état donné du monde, on peut connaître la totalité des conditions futures de réalisation de ce système. Un scientifique peut ensuite essayer d'ajuster un paradigme à des faits problématiques. Un exemple de ce type d'énigme de la science normale est donné par ce qu'il est convenu d'appeler l'anomalie d'Uranus. Une fois la théorie de la gravitation universelle diffusée, on va découvrir que Uranus a une trajectoire différente de la trajectoire qui est prédite par la théorie elle-même. C'est un cas d'école, parce que dans ce contexte-là, il semble qu'on a une réfutation de la théorie. Que doit alors faire le scientifique ? Faut-il renoncer à la théorie, la mettre en crise, supposer qu'elle ne correspond pas bien aux faits, ou alors, la théorie ne doit-elle pas au contraire être considérée comme un socle commun sur lequel on doit compter pour découvrir des faits nouveaux ? D'une manière extrêmement audacieuse, c'est ce deuxième parti qu'Urbain Le Verrier, un astronome français du XIXe siècle, va choisir. Il va supposer que dans le système céleste, il y a un corps dont nous n'avons pas connaissance, tel que sa présence et la force qu'il exerce sur Uranus permet d'expliquer la déviation qu'il y a avec sa trajectoire anticipée. Le Verrier va nommer ce corps Neptune, calculer ses caractéristiques, confier à d'autres astronomes observateurs la tâche de regarder si ces calculs sont vrais, et il mènera à la découverte de Neptune. C'est un exemple plutôt bluffant de confirmation qui contribue à renforcer énormément auprès de la communauté des scientifiques la crédibilité d'un paradigme. Enfin, un troisième type d'énigme consiste à étendre un paradigme à des phénomènes nouveaux. Et dans le cadre du paradigme qu'est la mécanique de Newton, il est intéressant de voir que les caractéristiques des phénomènes d'électricité statique semblent résister un peu à l'application du paradigme. Lorsque nous pensons à de l'électricité, nous pensons à un type d'énergie qui est distinct du mouvement ordinaire. Mais ça ne va pas de soi. À l'époque, les principaux types d'effets qu'on attribue à l'électricité statique et qui sont visibles, c'est des effets de mouvement. C'est de l'attraction et de la répulsion, de sorte qu'il semble relativement spontané d'imaginer que l'électricité statique est un cas de mouvement mécanique. Mais, alors que dans le cas de la gravitation universelle, la force est seulement une force d'attraction, il existe aussi, en électricité statique, des forces de répulsion. Comment comprendre alors que la force puisse tantôt être d'attraction, tantôt de répulsion? C'est à ce problème que Coulomb va répondre en inventant un outil qui s'appelle la balance de torsion, qui permettra de mesurer avec une grande précision l'exercice des forces d'un corps sur un autre. Et ces mesures lui permettront de formuler une loi exactement du même type que la loi d'attraction universelle pour l'électricité statique. La seule différence entre les deux cas étant que ce n'est plus la masse qui figure sur la partie supérieure de l'équation, c'est plutôt la charge électrique. En substituant la notion de charge électrique, qui peut être positive ou négative, Coulomb permet donc de transporter telle quelle, quasiment, la formule de la gravitation universelle au cas de l'électricité statique. Et on voit bien que si la charge peut être négative, alors ce qui auparavant était une attraction peut donner un résultat total de l'équation négatif et par conséquent devenir une répulsion. On voit donc plutôt clairement que l'activité normale de la science est guidée par un ensemble de règles communes. Ça veut cependant pas dire, comme on peut le lire quelquefois, que les scientifiques sont strictement soumis à ces règles, qu'ils manquent d'esprit critique et qu'ils ne font qu'appliquer une formule qui leur préexiste. Par exemple, les règles peuvent ne pas exister du tout, comme c'est le cas pour l'explication par Coulomb du phénomène d'électricité statique. Ce dernier doit en effet réinventer les règles. Un scientifique, par ailleurs, peut aussi réformer un paradigme, comme le fait clairement Laplace, qui a, à cet égard, bien une démarche critique à l'égard du paradigme newtonien, même si de l'intérieur, il contribue à son amélioration. Donc, même si les règles peuvent ne pas être totalement explicites, les scientifiques qui ont en commun d'appartenir à ce paradigme ont la même formation. C'est-à-dire qu'ils prennent comme modèle des solutions postérieures qu'ils vont avoir à chercher un ensemble de solutions qui ont réussi, de succès du paradigme antérieur. On sait très bien qu'on peut commencer à jouer à un jeu sans avoir exactement défini les règles. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, on renégocie au cours du jeu les règles elles-mêmes ou au moins leur application. Et c'est dans ce sens-là
que Thomas Kuhn parle de science normale. En fait, la notion de science normale, elle vient de celle de jeu de langage qu'avait formulé Wittgenstein dans ses recherches philosophiques. Donnez-vous par exemple comme défi de donner exactement une définition parfaite de ce que c'est qu'une chaise, qui prenne en compte tout ce que nous appelons des chaises, et seulement ce que nous appelons des chaises. On pourrait dire par exemple un plateau qui est soutenu par des pieds et qui est surplombé par un dossier. Mais avec cette définition, on engloberait encore les fauteuils. Alors on pourrait essayer de la corriger en rajoutant par exemple des accoudoirs, mais on verrait qu'il y a certains types de chaises qu'on appelle des chaises alors qu'elles ont des accoudoirs. De sorte que, même si nous n'avons pas de définition parfaite de ce que c'est qu'une chaise, notre compréhension intuitive, spontanée, implicite et partagée de ce que c'est qu'une chaise suffit à guider notre pratique. C'est ce type de considération partagée et intuitive que Wittgenstein appelle un air de famille et qui caractérise les règles d'un jeu dans lequel on s'engage sans les avoir encore parfaitement explicitées. De même, un paradigme, c'est un guide pratique pour les scientifiques qui, je cite Kuhn, modèle les problèmes selon les réussites antérieures du paradigme. Ce que ça veut dire, c'est que de même qu'une question impose un cadre de réponse possible, de même, un paradigme implique nécessairement une sélection dans la nature. Dans le domaine des choses qu'il concerne, par exemple le mouvement pour la mécanique, certaines paraîtront plus importantes que d'autres, plus significatives. D'autres, au contraire, plus marginales, négligeables. Le paradigme fonctionne donc comme un guide attentionnel qui structure en commun le travail scientifique. Il conditionne, pour être précis, c'est une condition limitative du travail scientifique. Mais sans ces conditions, un travail scientifique ne pourrait pas commencer. La science normale est donc bel et bien une science conditionnée, au sens où elle est structurée socialement et intellectuellement par le modèle de la réussite antérieure qui définit le paradigme. Dans la prochaine vidéo, on verra cependant qu'à certains moments, les conditions limitatives que le paradigme prescrit risquent de fonctionner comme des ornières. Si c'est des conditions, elles conditionnent. Tout le paradoxe est là. La science, c'est une science humaine. Les humains ne sont pas des dieux, et leur science doit être conditionnée pour pouvoir s'engager dans le monde, pour pouvoir poser des questions à la nature et espérer en obtenir des réponses. Mais en acceptant ces conditions paradigmatiques, on risque de manquer des aspects importants de la nature.